Mesdames, Messieurs, bienvenue au dernier cours de l'année. Les métaphores apportent de la lumière au discours, disaient les anciens. Elles attirent notre attention comme des étincelles dans la nuit du texte, dirions-nous. C'est en tout cas l'effet qu'elles ont toujours eu sur moi, et je crois les utiliser souvent quand j'écris. Et je craigne aussi quand je parle. Appliquées à la recherche en droit romain, leur étude systématique permet d'analyser, d'approcher d'une manière nouvelle, au moins je l'espère, le langage des juristes. Il ne faut pas se lasser de le répéter. La connaissance du droit romain passe par le texte, donc par le langage. Ce langage, d'ailleurs, n'est pas seulement un pont indispensable pour accéder à la mentalité des anciens, il a aussi été hérité de la modernité, constituant ainsi largement le soubassement du langage des juristes et des législateurs d'aujourd'hui, métaphores incluses. Ce qui fait que nous sommes souvent des porteurs inconscients de métaphores conçues il y a 2000 ans, véhiculant jusqu'à nous les idées d'une époque disparue, apparemment disparue. Raison de plus pour leur porter une attention éveillée. Si elles sont endormies, elles méritent d'autant plus d'être surveillées. C'est proposer d'étudier les métaphores, cependant, c'est en quelque sorte porter tort à leur nature. Vouloir saisir de sa main ce petit éclair de lumière, presque aussi difficile que de vouloir expliquer les mécanismes du rire. Et comme Bergson l'a jadis expliqué, le rire n'est pas innocent. Les métaphores non plus. Mes recherches sont en cours, au double sens du mot. Elles sont encore en train de se faire. D'ailleurs, elles se déploient devant vous dans le cours. Ainsi, aujourd'hui, je ne vous proposerai pas de conclusions abouties, car ma recherche se poursuit, mais je vous invite à repenser avec moi le sujet de la métaphore à partir de l'expérience que nous avons eue avec les textes. Nous connaissons maintenant un certain nombre d'exemples. Pour les plus attentifs d'entre vous, il suffira d'entendre des mots tels longamanus ou conventio ou capitis de minutio, et cela suffira à vous remettre en mémoire le sens et les contextes de telle ou telle autre expression, je dirais presque sa saveur ou son image. Nous avons désormais acquis une conscience intellectuelle et esthétique des métaphores des juristes. Les repenser alors lors de cette dernière séance sera comme regarder des photographies de voyage qui éveillent en nous beaucoup plus que ce qu'elles montrent. Elles ont un sens profond en tant que symbole qui résonne avec une expérience vécue. Ce qui explique pourquoi, en revanche, les photographies des voyages des autres nous paraissent si plates et toujours trop nombreuses. Mais je ne veux pas non plus vous faire revisiter rapidement aujourd'hui la galerie des textes que nous avons déjà commentés dans les mois précédents. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Il m'arrive souvent, lorsque j'ai fini de visiter une exposition, de faire marche arrière, d'abord pour revoir les tableaux qui m'ont le plus touché, mais en faisant le parcours à l'envers, de la sortie à l'entrée, je remarque souvent des œuvres qui m'avaient échappé, ou bien, en les revoyant dans un autre ordre, elles m'apparaissent sous un jour nouveau. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Je vous propose de refaire notre parcours de façon active, en vous en donnant aussi des exemples nouveaux, comme vous allez le voir. Alors, nous dresserons ainsi ensemble un bilan dynamique, aussi pour voir s'il est opportun ou pas que je revienne sur ce sujet dans 2 ans,
lorsque je reprendrai mon enseignement après le congé sabbatique. Si vous avez des suggestions et remarques à ces propos ou à d'autres propos, voici mon adresse mail, et je tiens d'ailleurs à préciser que la suspension de l'enseignement pour une année ne signifie en aucun cas une cessation de mon activité au collège dans la même période. Il y a de nombreuses initiatives déjà programmées pour les mois à venir, à commencer par les Journées du patrimoine le 21 septembre, la Cité de la Terre le 23 et 24 novembre, et un colloque sur Paul Venn avec John Scheid et Vincent Perrin-Delforge le 10 décembre. Et je ne parle pas de l'atelier en partenariat avec l'École française de Rome que j'anime avec Hélène Ménard, qui aura lieu la 3e semaine de juin, parce que ça aura lieu à Rome. Si c'est vrai que l'étude de l'Antiquité repose sur des textes, s'il est vrai aussi que nous devons essayer de voir le monde romain à travers les yeux des protagonistes eux-mêmes et non à travers les nôtres, sinon cela ne vaut même pas la peine de commencer les voyages, si tout cela est vrai, il est vrai aussi que notre lecture des textes anciens est toujours, au moins en partie, redevable d'un cadre théorique contemporain, tout chercheur étant fils de son temps. Il n'est fait aucun doute que mes recherches sur les métaphores s'inscrivent dans un intérêt très fort pour les tropes qui s'est manifesté dans toutes les disciplines à la suite de certains travaux fondateurs en linguistique cognitive. Un livre emblématique de ce tournant métaphorologique, du Metaphorical Turn, est celui de Lakoff et Johnson, dont j'ai tiré diverses classifications et surtout l'idée de base que les métaphores intègrent toujours une idée de référence en arrière-plan qu'on appelle le domaine source. La métaphore naît de l'interaction entre ce domaine source et le domaine cible, comme lorsque nous disons « cet homme est un lion », ou, dans le débat, « il a écrasé son adversaire et détruit tous ses arguments », ou le domaine cible est manifestement la guerre. Le domaine source est manifestement la guerre et le domaine cible est le débat. Il en va de même lorsque nous disons que notre humeur est déprimée, c'est mon cas en ce dernier cours, ou que si je considère le chemin que nous avons parcouru, cela me remonte le moral, ce qui est aussi mon cas, parce que je mesure le parcours que nous avons fait ensemble. À propos, faire un parcours est aussi une métaphore. Alors, il s'agit de métaphores qu'on qualifie d'ontologiques ou incarnées, et nous viennent aisément à l'esprit, car nous possédons un corps, mieux, nous sommes un corps. Notre esprit interagit avec le monde par les biais des sens. Appartiennent à ce genre de métaphores ontologiques celles qui imaginent les droits comme des objets qui bougent dans l'espace. Appartiennent en revanche aux métaphores corporelles au sens strict, celles qui donnent au concept un corps ou un visage humain, tel caput pour connoter l'existence juridique d'un être humain. L'autre champ dans lequel un historien du droit qui souhaite s'équiper d'un cadre théorique pour mener son analyse peut trouver un traitement systématique des métaphores est la rhétorique antique. Les auteurs principaux en sont Aristote, Cicéron et Quintilien, mais de fait, le sujet est abordé dans presque tous les manuels antiques consacrés à la technique du discours. Comme je suis en train de dresser un bilan, qui, pour être véridique, doit contenir non seulement les bénéfices, mais aussi les pertes, je dois convenir que je n'ai pas su tirer suffisamment parti de la rhétorique antique.
J'ai présenté les exemples des discours figurés chez les juristes en les ramenant presque toujours à la figure de la métaphore, sans beaucoup tenir compte de la distinction avec les autres tropes, en particulier la métonymie et la synecdoque. C'est un aspect que je devrais approfondir dans la suite de mes recherches. Il nécessite, pour distinguer les différents tropes les uns des autres, une sensibilité que je dois encore affiner. Cela dit, les traités de rhétorique antique allaient au-delà de la classification et de la distinction des différentes troupes. Il proposait également d'importantes réflexions sur la fonction. La fonction. Donc, ce n'est pas la structure, mais c'est plutôt la fonction dont nous allons parler, exercée par les métaphores dans le discours. Un aspect qui est également très utile pour analyser les textes des juristes et qui, en outre, anticipe largement des considérations qui ne seront reprises que récemment par la linguistique cognitive, souvent sans le savoir. C'est pourquoi je vous propose maintenant de lire ensemble ce texte de Cicéron, dont nous avons déjà analysé une partie au début du cours. Il s'agit d'une page du De Oratore, du traité sur le bon orateur, l'orateur idéal, l'homme de parole. Ouvrage que Cicéron a publié lorsqu'il avait 50 ans, un âge de pleine maturité et d'énergie. Ce passage se situe dans la partie du De Oratore consacrée à l'élocutio, l'élocution, c'est-à-dire la traduction de la pensée en mots. C'est précisément ici que Cicéron parle des expressions figurées et donc aussi de la métaphore, qui en est l'exemple à son sens le plus emblématique. Ce qui me semble intéressant, c'est la distinction des fonctions qu'il propose et que j'ai notées par des différentes couleurs. C'est la distinction des fonctions qu'il propose, car cette distinction peut nous aider à interroger les textes des juristes aussi sous l'angle des différentes fonctions que la métaphore y joue. Quant aux métaphores, dit Cicéron, le domaine en est très étendu. Elles ont dû leur naissance à la nécessité, à la pauvreté, à l'insuffisance du langage. C'est un peu étrange ce lien un peu paradoxal entre pauvreté du langage et langage métaphorique. Nous associons plutôt à la richesse du langage. Bientôt, le plaisir et l'agrément en étendirent l'usage. Il en fut comme des vêtements que l'homme imagina d'abord pour se défendre contre le froid et qui ensuite vinrent peu à peu à donner au corps plus d'élégance aussi et de dignité. De la même manière, la métaphore, créée par besoin, fut répandue parce qu'elle plaisait. Quand nous ne trouvons pas de mots propres, ici il est en train de reprendre son discours en détail, quand nous ne trouvons pas de mots propres qui soient la fidèle expression de notre idée, nous employons un tour métaphorique. Donc, pour surmonter la pauvreté du langage. Et la comparaison avec l'objet dont la métaphore est tirée fait mieux ressortir la pensée. Ainsi, parmi les métaphores, les unes sont comme des espèces d'emprunts par lesquels nous prenons ailleurs ce qui nous manque. D'autres, plus hardis, ne sont pas des signes d'indigence, mais répandent de l'éclat sur le discours. Mais les métaphores doivent rendre plus clair l'objet qu'on décrit, ou bien la métaphore exprime avec plus de force toute l'idée, un fait ou une intention. Souvent même, la métaphore est un moyen d'atteindre la concision, comme dans le cas de « si le projectile s'est enfui de sa main », plusieurs mots propres ne pourraient pas rendre d'une manière plus vive que ne le fait une seule expression figurée, le caractère non prémédité du lancement du trait. Cicéron nous présente ici une sorte d'histoire naturelle de la métaphore. C'est un de ces cas fréquents
dans la pensée latine, mais je dirais aussi dans la nôtre, où, ignorant l'origine d'un phénomène caché dans les brouillards d'un passé inatteignable, on l'imagine à partir d'un modèle social imaginaire. En l'occurrence, le modèle évolutif choisi par Cicéron est celui qui voudrait que l'humanité ait progressé dans cette technique, d'abord sous l'impulsion du besoin, pour répondre à des nécessités vitales, ensuite pour satisfaire son désir de luxe. Ce modèle évolutif comporte bien sûr aussi un jugement moral, car l'humanité serait passée de la sobriété à la quête du superflu. Cicéron note donc que si la métaphore a d'abord été un moyen d'enrichir le lexique, elle a perduré parce que le locuteur l'a trouvée divertissante ou agréable. Il me semble qu'une chose doit être soulignée à ce propos. Dans cette polarité sobriété-luxe se cache une des raisons de la réticence avec laquelle les métaphores sont parfois traitées aujourd'hui comme s'il s'agissait de quelque chose d'inutile, d'ostentatoire, d'aveuglant plutôt que de brillant. On voit comment des modèles explicatifs, ce modèle d'histoire stadiale de l'humanité, apparemment neutre, raisonnable, bon sens, conditionne souvent inconsciemment nos jugements sur les phénomènes. En tout cas, du modèle adopté par Cicéron découle une bipartition des métaphores par rapport à leur fonction. D'abord, les métaphores dont la fonction pourrait être qualifiée de purement lexicale, ensuite celles qui ont une fonction stylistique. Alors, commençons par les métaphores à fonction d'enrichissement lexical. Un peu plus loin dans le même texte que nous venons de lire du De Oratore, Cicéron donne des exemples de cette fonction d'enrichissement lexical, qu'il tire notamment du droit. Donc, je trouve que ça, c'est une sorte de légitimation de mon discours sur l'application de l'enquête sur les métaphores au droit romain. C'est-à-dire, c'est déjà Cicéron qui, en thématisant le sujet, prend des exemples, tire des exemples de la langue du droit. En tout cas, lisons le texte. Nam, si res sum nomen et vocabulum proprium non habet, ut nexum, quod per libram agitur, ut in uxore divortium, necessitas cogit, quod non habeas alium desumere. Si l'objet n'a pas de dénomination qui lui soit spécialement assignée, comme le lien nexum, qu'on emploie pour tout acte juridique accompli avec une balance. Donc c'est le rite qu'on qualifie de nexum. Ou, autre mot qu'on ne retrouve pas, disons, qui est un mot juridique mais d'origine métaphorique, le divorce, divortium, avec une épouse, l'emprunt devient indispensable. Donc, s'il n'y a pas de mots pour dire ces phénomènes juridiques, l'emprunt devient indispensable. Il faut chercher ailleurs ce qui nous manque. Et c'est toujours le cas, il faut aller chercher ailleurs ce qui nous manque. Alors, le passage n'a pas besoin d'un long commentaire. Expliquons brièvement les deux termes en commençant par le second, divortium, qui correspond à notre divorce.
Il s'agit d'un mot formé à partir du préfixe dis indiquant la division et du verbe vertere, se tourner, donc emprunter des routes de voies séparées. Donc ça, c'est l'image métaphorique dans le terme. Et donc, c'est une métaphore ontologique et spatiale, montrant les deux époux qui s'éloignent et s'engagent sur un chemin de vie différent. Alors, c'est presque l'opposé d'une autre métaphore spatiale que nous avons étudiée, conventio, dont le préfixe cum indique union, suivi par la racine du verbe venir, venire, venio, donc se rencontrer dans un même lieu. Quant au nexum, il s'agit d'une institution archaïque, une opération accomplie par la balance, les paiements symboliques d'un morceau de bronze. Cet acte servait à faire naître des obligations, ce qui est bien exprimé par le mot nexum, qui est le participe passé substantivé du verbe nectere, c'est-à-dire lier, attacher, nouer. Nexum désignait d'ailleurs la personne même assujettie à ce lien juridique. Ce n'est pas une image d'un débiteur, donc c'est une métaphore du métaphore, ça, pour vous rendre l'idée. Cicéron a raison de dire que dans ce cas, il n'y avait pas d'autres mots. Donc, son discours à ce propos porte sur la question de l'enrichissement lexical. Il y a des cas où on ne dispose pas du mot propre pour le dire, donc il faut chercher ailleurs. Et donc, il n'y a pas d'autres mots pour le dire. L'image qu'on prend est celle du lien. Il convient d'ajouter que les deux mots dont Cicéron nous parle ici, nexum et divortium, se sont spécialisés dans une signification presque exclusivement juridique, en ce sens qu'ils ne sont presque jamais utilisés pour signifier autre chose. Je vais revenir sur ce mouvement entre lexique commun et lexique juridique. C'est une question à la fois, disons, d'intuition. Tous les locuteurs ont une idée de ce phénomène, mais c'est aussi un peu compliqué à se le représenter. Donc, je vais y revenir plusieurs fois. Donc, dans ce cas, nous avons deux mots qui sont des métaphores qui surmontent la lacune. Il n'y a pas de mots pour exprimer ces idées juridiques, donc on emploie une métaphore, mais ces deux mots, apparemment, n'ont pas d'autre emploi dans le langage commun, sauf que pour dire ces deux idées juridiques. Donc, nexum et divortium sont des termes parfaitement lexicalisés et exclusivement juridiques. Ce sont des métaphores qui, dans la compréhension des locuteurs, ont pris un sens univoque, exclusif du langage juridique, au langage juridique. Alors, de ce constat vient une question que je me contente de poser sans vouloir y répondre. S'agit-il à l'origine des mots déjà existants et utilisés pour signifier autre chose? Donc, est-ce que nexum et divortium, à l'origine, signifiaient autre chose? Puis, ces mots ont été transférés dans le champ juridique où ils acquièrent un nouveau sens. Par exemple, il y en a d'autres. On est sûr que, par exemple, le mot actio, action, ou persona, personne, c'était des mots qui étaient employés hors du champ juridique. Ils ont été transposés dans le champ juridique, mais ils ont continué à être prononcés
avec des inflexions différentes dans le langage commun. Donc il n'y a pas eu d'exclusivité, disons, d'emprunt dans le champ et d'attraction dans le champ juridique. En est-il de même pour nexum et divortium, ou s'agit-il de termes de droit dès l'origine? Alors, pourquoi je pose cette question qui n'a pas de réponse dans ce cas spécifique? C'est parce que, par les biais de ces exemples, vous comprenez très bien que le degré métaphorique change quelque peu selon la réponse qu'il faut donner à cette question. Parce qu'il est évident que si nous avons un terme qui est dès l'origine, oui, métaphorique, mais qui s'est tout de suite lexicalisé dans le champ juridique, son goût métaphorique est vraiment très faible. Au contraire, si nous avons deux mots qui survivent en parallèle, dans le langage commun et dans le langage juridique, il est probable que le goût métaphorique, le sentiment de locuteur qu'il s'agit d'un emprunt métaphorique, a plus de probabilité d'être bien ressenti. Et j'insiste sur cet aspect parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre le lexique, pas comme une sorte de plan complètement horizontal, mais le lexique a vraiment est disposé sur plusieurs plans qui donnent aussi, disons, de changements au niveau de la connotation. Donc, c'est très important de se représenter le lexique de façon bien plus articulée qu'en plan horizontal. Mais bien évidemment, pour, disons, bâtir ce plan à plusieurs niveaux, il faut suivre l'histoire et l'évolution sémantique de chacun des mots qui composent le champ dont nous nous occupons. Nous arrivons ainsi à ce qu'on pourrait appeler la zone de contact entre le langage commun et le langage juridique, lieu d'échange et d'osmose, mais aussi zone de friction. Alors, je l'explorerai brièvement, suivant une suggestion qui m'a été faite par ma collègue Florian Masséna. Nexum exprime l'idée de lien, nous l'avons vu. Le mot obligatio, de même, il vient du verbe ligare, lier. Nous savons que le lien, dans ce cas, était réel à l'origine. Les débiteurs risquaient effectivement d'être emprisonnés, enchaînés, jetés dans les vincula, les liens, non seulement dans le droit archaïque, mais aussi dans le système plus récent de l'exécution personnelle réglementé par l'édit du prêteur. On pourrait dire donc que la métaphore est maintenue éveillée par la réalité. Les Romains, voyant un débiteur enchaîné, pouvaient voir chaque jour d'où venait la métaphore. Mais justement, cela peut conduire à des interférences, voire à des confusions. En effet, il faut savoir si le mot lien, chaîne, vinculum, est utilisé dans un sens réel ou métaphorique. Ici, par exemple, à votre avis, Gaius parle-t-il des liens concrets ou métaphoriques? Disons le texte, nous ne considérons pas comme déliés celui qui, bien que ces liens aient été enlevés, est néanmoins retenu par les mains du créancier, bien évidemment, pas plus que n'est considéré comme délié celui qui est enfermé dans un lieu public, bien que sans lien. Alors, je pense que vous avez compris.
la remarque de Gaius porte sur la procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur. Quand peut-on dire, c'est sa question, qu'il a été délié? Gaius l'explique très bien, comme d'habitude, et l'on voit que les liens auxquels il pense sont précisément matériels. Ce sont des fers, des chaînes. Mais ailleurs, le mot revient avec un autre sens. Par exemple, dans cette célèbre, je vous l'assure, définition de l'obligation. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate astringimur, alicuius solvenderei, secundum nostre civitatis iura. Le mot obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de délier quelque chose selon les règles juridiques de notre cité. Alors, nous lisons cette définition, nous l'avons lue, venons de la lire, dans le manuel de Justinien, le manuel qui s'appelle Institut, tout comme les instituts de Gaius. Mais cette définition, comme tout ce que nous trouvons presque dans le manuel de Justinien, remonte à un auteur classique. Il s'agit probablement de Florentinus, juriste de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Cette définition réactive avec insistance la métaphore du lien, à partir du mot même obligatio, qui contient, comme nous le savons, la racine de ligare, lien. Cette idée est le fil qui traverse plusieurs mots, vinculum, adstringimur, necessitate, solvende. Alors, donc, nous avons vu vinculum correspond à lien, necessitate, nécessité, adstringimur, astreint. Il y a entre le latin et le français disons, une certaine aisance pour la traduction, mais le mot compliqué à traduire, pas seulement en français, aussi en italien, on rencontre la même difficulté, c'est solvenderei, solvere, dans ce contexte. Car solvere, solvo, signifie délier, dénouer, dissoudre, ce qui n'a pas de sens en français si le complément est res, comme ici, une chose. Nous sommes astreints par la nécessité de dissoudre quelque chose. N'est pas acceptable. Peut-être serait-il un peu moins choquant de dire nous sommes astreints par la nécessité de nous acquitter de quelque chose qui garde au fond, avec acquitter, le sens de s'évader, mais cela ne rend pas encore pleinement l'expression latine sa référence à un lien, comme dans solvere. En fait, solvere, dissoudre, était utilisé métaphoriquement pour indiquer le paiement. On disait solvere pecuniam, dissoudre l'argent, pas très clair. L'expression le devient si on pense au système archaïque. Lorsque l'argent, la pécune, la pecunia, avait été payé aux créanciers, les débiteurs, qui étaient emprisonnés chez ce dernier, jetaient dans le fer, bon, le débiteur, après le paiement, était dissous, libéré. Et c'est par ailleurs ce dont parlait le texte de Gaius que nous venons de voir, qui portait justement sur l'idée de délier, solvere, le corps du débiteur, pas de façon métaphorique, on l'a bien vu.
Donc, métonymiquement et métaphoriquement, solvere fut ensuite utilisé pour indiquer le paiement. Aujourd'hui, on parle plutôt d'exécution de l'obligation, c'est-à-dire du paiement final servant de libération. Le mot solvere n'a pas par ailleurs totalement disparu, on le retrouve dans le terme solvabilité, qui désigne la capacité d'une personne à répondre financièrement de ses engagements et aussi dans la locution résolution d'un contrat. Tout est donc clair, mais il faut encore noter un aspect pour revenir au point qui nous intéresse dans le texte de Justinien, que, comme je vous l'ai dit, remonte à un auteur classique, florentin. L'obligation y est définie comme vinculum iuris. Il ne suffit pas de dire vinculum. Il aurait pu dire le mot obligation est un lien par lequel nous sommes astreints à la nécessité. Mais il précise, il s'agit d'un lien de droit. Il s'agissait, en effet, de distinguer ce lien, un lien purement juridique, un concept, du vinculum entendu comme une chaîne que l'on retrouve tant d'autres fois, on l'a vu, dans les passages des juristes qui s'occupent de l'emprisonnement du débiteur et aussi du prisonnier pour des crimes dans d'autres textes. Alors, si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que je souhaite mettre en évidence le fait qu'un lexique, y compris le lexique des juristes, n'est en aucun cas statique, plat. Il faut se le représenter un mouvement constant en raison d'une part de la créativité individuelle des locuteurs qui inventent des métaphores tout le temps, en l'occurrence des juristes en tant que créateurs de métaphores, qui produisent des néologismes aussi, et d'autre part des relations avec d'autres vocabulaires, donc cette dynamique engendrée par la créativité individuelle, mais aussi par le rapport avec d'autres vocabulaires, notamment le vocabulaire de la langue commune ou du lexique, d'autres langages techniques que les juristes côtoient. Donc souvent, on voit que dans le langage des juristes pénètrent aujourd'hui des locutions, des métaphores qui viennent d'autres langages techniques, et c'est justement parce que comme le droit a étendu sa portée, donc il ne règle pas des rapports assez, disons, définis, un périmètre assez disons, précis des rapports juridiques, mais il s'étend à tout l'ensemble de la vie. Donc, il entre en contact avec des réalités langagères autres, et donc il importe de métaphores qui viennent d'autres lexiques techniques. En somme, le fait que dans les instituts ajoute la spécification du droit iuris au mot vinculum, au mot lien, est un signe du fait que les juristes sont très attentifs à ne pas brouiller les vocabulaires. Ils sont conscients de l'existence de zones de marge où ce risque de mélange et de confusion est accru. Non seulement ils doivent veiller à ne pas abandonner la décence stylistique, le style sobre propre à la gravité de leur fonction et à la très haute estime que les juristes ont souvent d'eux-mêmes, ils doivent aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre l'image qu'il utilise, en l'occurrence l'image du lien, et d'autres usages non métaphoriques du même mot qu'ils doivent employer dans d'autres contextes. Nous savons que le juriste s'occupe de liens réels dans d'autres contextes.
Pourquoi donc ils sont si surveillés dans ce genre de, disons, distinction? Ils ne veulent pas faire des mélanges, brouiller les lexiques, parce que même là où les juristes emploient des métaphores, ils se préoccupent de la précision du langage. C'est un signe que même lorsqu'ils sont dans la perspective d'utiliser des métaphores, ils gardent le signe distinctif de leur profession, c'est-à-dire une maîtrise parfaite du langage en tant que moyen pour découper la réalité en mots pour mieux la gouverner. Donc, la précision est nécessaire même dans l'emploi des métaphores. Et je pense que ce souci, ce petit signe, et je remercie encore Florian Masséna de me l'avoir suggéré, c'est vraiment un signe de ce rapport entre usage métaphorique et exigence de précision. Alors, je me permets de vous rappeler, même si je sais que vous n'avez absolument pas perdu le fil, que nous sommes en train de suivre le traité de Cicéron, De Oratore, notamment la page sur les métaphores, et notamment l'observation de Cicéron selon laquelle certaines métaphores servent à combler une lacune, à donner un terme, un concept qui n'en a pas. Donc ça, c'est la première fonction que Cicéron attribue aux métaphores. Les exemples qu'il nous a présentés étaient celui du nexum et celui du divortium. Attardons-nous maintenant sur la manière dont il parle de cette fonction d'enrichissement du lexique. Ergo et translationes quasi mutuationes sunt, cum quod non habeas aliunde sumas. Ainsi, ces métaphores sont comme des espèces d'emprunts par lesquels nous prenons ailleurs ce qui nous manque. Sont comme des espèces d'emprunts, quasiment. C'est le signe que Cicéron est en train d'utiliser une métaphore et qu'il est conscient d'être en train d'utiliser une métaphore. Vous vous souvenez, nous avons fait plus ou moins le même constat à propos de la conscience des juristes à propos de l'utilisation des métaphores. Et le quasi, quedam, quodammodo, ce sont toujours des signes, des alertes qui nous disent « je suis conscient que je suis en train de te proposer une métaphore ». Donc, dans ce cas, de quoi s'agit-il? De quelle métaphore? Cicéron compare les métaphores qui ont une fonction d'enrichissement du lexique à un contrat d'emprunt qu'il appelle mutuatio. Nous avons donc ici un cas où Cicéron utilise le droit pour faire une métaphore. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous montrer un procédé juriste qui s'en rapproche un peu sans être proprement métaphorique. Regardez comment Gaius, dans ses instituts, définit l'emprunt. Mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fiat. On l'a appelé mutuum en raison du fait que ce que je t'ai donné de mien devient tien. C'est une fausse étymologie, il s'agit en fait d'une paronomase. Gaius entend dans le son du mot mutuum les deux mots meum et tuum, mon et ton en français. Mais il s'en sert pour saisir le sens ultime du contrat.
Donc, ce n'est pas seulement, disons, un jeu de sons, mais c'est aussi pour donner le sens ultime, pour arriver à l'essence du contrat d'emprunt. Je te donne quelque chose qui m'appartient, je t'en transfère la propriété de l'argent, par exemple, c'est de là que naît l'obligation de restitution. Cela explique effectivement le fonctionnement du contrat. Ce qui est à moi devient à toi et tu dois me le rendre. Si je me suis attardé sur cet exemple, c'est parce qu'il illustre bien cette circularité entre le langage commun et le langage juridique, qui est un point crucial. Les métaphores, précisément parce qu'elles élargissent le sens des mots, permettent plus facilement cette osmose, cette circulation. S'il fallait le dire en une formule, je dirais, c'est surtout dans les métaphores que l'on voit la culture qui entoure le droit dans une société donnée. C'est surtout par les biais des métaphores. L'exemple de Gaius nous est également utile pour aller plus loin dans la lecture du texte de l'Oratore de Cicéron que nous sommes en train de parcourir. Alors, Cicéron poursuit son explication, que nous avons suivie pas à pas, en disant que les métaphores ont une autre fonction, celle de communiquer une idée plus clairement. Cicéron l'explique de manière assez complexe, sous deux angles différents. Pour nous, il suffit de saisir cette fonction explicative que l'on peut aussi appeler iconique. C'est-à-dire que la métaphore permet de mieux comprendre parce que on voit ce dont on parle. Les juristes y ont-ils recours à ce genre de métaphore? C'est un texte de Paul. L'Abéon dit que le mot furtum, vol, est dérivé de furvo, c'est-à-dire noir, offusqué, plus ou moins la même racine. Parce que le furtum se fait en secret et dans l'obscurité, et le plus souvent la nuit. Ou il est dérivé du mot fraude, fraus, comme le veut Sabinus, ou encore des verbes ferre et aufere, emporter, ou bien de la langue grecque qui appelle le voleur for, et à leur tour, les Grecs ont dérivé for du verbe ferein, porter. De là, la seule intention de commettre un vol ne fait pas un voleur. Vous aurez certainement remarqué les noms des juristes concernés. Il s'agit d'un passage de Paul, auteur très sensible au langage, qui à son tour s'appuie sur deux autres auteurs déjà remarqués, l'Abéon et Sabinus. Alors, Paul écrit au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. L'Abéon est mort sous Tibère et Sabinus a vécu sous Auguste et sa vie s'est prolongée jusqu'au règne de Néron. Alors, Paul propose 4 étymologies pour le mot furtum. Je dirais par ordre de plausibilité. La première est une paronomase, encore, un jeu sur les sons phonétiques, et notamment juxtaposition de deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre d'un point de vue glottologique, mais qui se ressemblent du point de vue phonétique, en l'occurrence furtum et furvus. Le mot furvus, qui signifie noir, comme je l'ai déjà remarqué, se retrouve un peu dans l'adjectif français offusqué. Alors, cette explication, furtum vient de furvus, noir, évoque les circonstances où, par antonomase, on commet un vol, en cachette et dans l'obscurité, et le plus souvent la nuit.
Par ailleurs, la loi de Doustable sanctionnait plus gravement le vol commis la nuit, ce que le lecteur de Labéon et de Paul savaient très bien. Donc c'est l'évocation du furtum par le biais des circonstances. Deuxième explication de Sabinus, il fait dériver furtum de fraus à fraude. Donc fraude en français, encore par paronomase, furtum fraus. Alors, c'est une explication intéressante car elle met l'accent sur l'intention, la fraude. Enfin, Paul fait remonter furtum à ferre ou aufferre, c'est-à-dire au verbe qui signifie emporter. Cette explication est renforcée par le détour du grec où le voleur est appelé for, et également for du verbe fero, emporter. Donc, c'est l'acte de s'emparer de quelque chose. Alors, les deux premières explications sont assurément fausses, furvus fraus, et les juristes le savaient très bien. Quant à la troisième explication, on discute si elle est correcte, si furtum vient vraiment du verbe fero et du grec for. Je dois dire que le plus récent des vocabulaires étymologiques, celui de Michiel de Vannes, en doute. Mais si Paul sait que ces interprétations sont toutes ou pour la plupart fausses, pourquoi, à votre avis, les énumérait-il? Quel est le sens de cette énumération de... Alors, la plupart des lecteurs de ce genre de texte se disent, mais bon, les juristes avaient du temps à perdre parce qu'ils ne comprenaient pas ce dont ils parlaient. Alors, ils nous listent toutes ces interprétations simplement parce que chacune d'entre elles dit une part de la vérité. Bien évidemment, de la vérité métaphorique. La première explication parle des circonstances de l'acte, la deuxième de l'intention, la troisième de l'acte lui-même, le fait d'enlever quelque chose, et c'est ainsi que les composantes du vol s'additionnent presque dans un sens arithmétique. Et vous voyez la conclusion, parce qu'il y a aussi une conclusion ici. L'intention ne suffit pas, il faut aussi l'acte. C'est la question cruciale de l'intention sur laquelle nous attendons une étude importante de Rachel Kias. Alors, notez que cette phrase adopte la dernière phrase, inde sola cogitatio furti facendi non facet furem. Donc vous avez remarqué, d'abord en la voyant, ensuite en l'entendant, qu'il y a une quadruple allitération. Donc il y a 4 mots qui commencent par F. Furti facendi non facet furem. C'est pour rendre plus, disons, mémorable une définition. Donc, il y a ici également un souci mnémotechnique qui passe par le choix des mots. Quel est l'intérêt de tout ce procédé? Comme l'a dit Cicéron, tout ça sert à rendre le concept de vol plus clair. Donc, tous ces procédés, notamment métaphoriques, ont une fonction iconique.
y rendent visible la notion. Mais les juristes s'en servent aussi pour raisonner, d'où la conclusion que le vol n'est pas complet si les éléments matériels et aussi subjectifs, l'intention, ne sont pas présents. Donc on avait la volonté de s'emparer de quelque chose qui appartient à autrui. Et peut-être que la métaphore sert aussi à donner un peu d'éclat, rendre plus agréable le discours. À toutes ces fonctions, il faut bien sûr ajouter celle déjà vue, d'élargir le lexique, car s'il est vrai que furtum dérive de fero, je le répète, c'est discuté, cela signifie que celui qui a créé les mots, grec ou latin, a dû penser en termes de métaphore spatiale, voler, c'est enlever. Nous sommes presque à la fin et nous devons nous dépêcher. C'est d'ailleurs ce que dit Cicéron, les métaphores ont une fonction aussi de concision, de brièveté. Le cas que Cicéron présente ici comme exemple de cette fonction de concision est encore une fois un cas juridique. Souvent, dit-il, même la métaphore est un moyen d'atteindre la concision, comme dans le cas si le projectile s'est enfui de sa main. Plusieurs mots propres ne pourraient pas rendre d'une manière plus vive que ne le fait une seule expression figurée, le caractère non prémédité du lancement du trait. Alors, vous vous souvenez, nous l'avons déjà commenté, c'est la règle de Doustable qui définit l'homicide accidentel, involontaire. Cicéron évoque ici de façon incomplète une norme de la loi de Doustable, et s'il le fait de manière incomplète, c'est parce qu'il s'agissait d'une norme que tout lecteur avait en tête et l'aurait complété presque automatiquement, comme nous faisons avec un proverbe laissé en suspens. Mais comme pour moi, nous n'est pas si familier que ça, je vous donne le texte dans l'édition de Michel Imbert. Si le projectile s'est enfui de sa main plutôt qu'il ne l'a lancé, que l'homicide offre un bélier de substitution. C'est une norme pour le cas d'homicide involontaire, on donne la mort sans le vouloir. C'est une métaphore ontologique parce que le projectile est personnifié. C'est lui qui s'échappe de la main, ce n'est pas l'homme qui le lance. C'est l'image, l'homme n'a pas voulu, c'est le projectile qui prend la fuite. Alors, c'est presque l'idée opposée par rapport à celle du furtum, parce que ici, c'est le projectile qui s'échappe de la main. Dans le cas du furtum, c'est le voleur, celui qui prend. Alors, il s'agit d'une métaphore, dans ce cas, qui permet d'être concis, comme on peut le constater, à la comparant, on l'a fait, mais je vous invite à le refaire si vous avez l'opportunité, à n'importe laquelle des définitions modernes de l'homicide involontaire. Sur cette métaphore repose une observation déjà faite à plusieurs reprises, mais qui est fondamentale, c'est-à-dire que l'on observe une tendance à l'intensification, à la fréquence de l'utilisation des métaphores à plus haute époque, métaphores qui sont ensuite remplacées par un langage plus sobre et rationnel. C'est ce que nous pouvons constater en comparant le droit de Doustable avec une définition plus récente de l'homicide involontaire qui remonte à l'empereur Hadrien au IIe siècle de notre ère, soit quelques 600 ans après les Doustables, la constitution d'Hadrien étant mentionnée par les juristes martiens qui écrit au IIIe siècle après Jésus-Christ. L'empereur Hadrien a rescrit que celui qui a tué un homme,
s'il ne l'a pas fait dans l'esprit de le tuer, peut être absous. L'on doit décider la chose par les circonstances, car s'il maniait un glaive et qu'il est frappé avec celui-ci, indubitablement, il a fait dans l'esprit de tuer. Mais s'il a frappé avec une massue ou une marmite dans une rixe, quoiqu'il ait frappé avec du fer, il l'a fait sans l'esprit de tuer. Il a fait sans l'esprit de tuer. Alors, le meurtre est ici décomposé en action et en intention, corpus et animus, pourrait-on dire. On passe donc d'un langage figuré, celui des 12 tables, discours analogique, celui des 12 tables, à un discours analytique, plus rationnel, dirions-nous. Et d'une certaine manière, cette précision apportée ici par Adrien ne fait que rouvrir la question. Parce qu'il dit, celui qui a tué un homme, s'il ne l'a pas fait dans l'esprit tué, peut être absu. La question se rouvre. Comment peut-on constater qu'il n'avait pas l'intention de tuer, car l'intention, on le sait très bien, c'est caché dans l'animus. Voilà donc qu'après avoir posé la définition, le passage, comme on peut le voir, se diffuse dans un récit casuistique. C'est comme si la définition initiale était un barrage, mais un barrage qui ne peut pas retenir la rivière, c'est-à-dire la réalité, qui se déverse en suivant le contour de la réalité même. Il faut vérifier au cas par cas, il faut raisonner sur les circonstances, nous dit l'empereur. Certes, si l'on tire son épée et qu'on la plonge dans la poitrine de son adversaire, il est probable que l'on avait l'intention de tuer, mais si au cours d'une rixe, quelqu'un se retrouvait avec un pot à la main et a frappé, il se peut qu'il n'ait pas eu l'intention de tuer. Donc, après avoir donné une définition apparemment plus rationnelle, le juriste ou l'empereur, si c'est lui qui parle, est donc obligé de revenir à la casuistique. Si l'on y réfléchit, tout était déjà dans la métaphore utilisée par les 12 tables, qui partaient du fait et incorporaient l'intention. Partait du fait, il y a eu un projectile qui a tué quelqu'un, mais il incorporait l'intention du fait qu'il disait, ce n'est pas la main qui a lancé le projectile, mais c'est le projectile lui-même qui est parti. C'est-à-dire qu'il y a l'action, le fait, et le côté subjectif qui sont pris en compte. Donc, une distance qui nous semblait abyssale entre le langage et la conceptualisation des 12 tables et celle plus récente, en réalité, s'avère n'être pas si forte, cette distance. Après tout, la métaphore participe, elle aussi, à la fonction fondamentale du langage, celle, je vous l'ai déjà dit, de découper l'événement en mots. En retraçant le raisonnement de Cicéron, nous avons pu dégager les grandes lignes des fonctions des métaphores. Elles servent d'abord à produire de la terminologie, fonction particulièrement utile pour les juristes qui doivent donner des noms à des choses qui n'existent pas et ne peuvent être touchées. C'est l'exemple du nexum et du divortium. Les métaphores servent à clarifier les concepts, comme dans le cas de la définition de l'obligatio, où tout tourne autour de l'idée de vinculum, deuxième fonction. En plus de rendre plus clairs les concepts, elles permettent aussi de tirer des conclusions, comme nous l'avons vu pour le furtum, où les étymologies recueillies par Paul, fondées sur la paronomase, la similitude phonétique et sur la métaphore, ont permis à Paul de détailler tous les éléments qui intègrent le délit de vol, le furtum. Les métaphores servent aussi à la concision, comme dans le cas de la règle des 12 tables en matière d'homicide involontaire. Utiliser un langage figuré relève peut-être d'un stade primitif de la langue,
mais les métaphores représentent en fait, nous pourrions dire, une enfance pérenne de la langue qui la vivifie. Nous avons également constaté que la métaphore est un moyen puissant de relier les droits à d'autres champs discursifs, précisément parce qu'elle est un transfert d'un champ sémantique à un autre. Quand je dis que c'est vraiment par le biais des métaphores qu'on voit la culture entrer dans les droits, ce n'est pas seulement une image, parce que nous savons qu'il y a un domaine source et un domaine cible, et donc le domaine source qui est hors du droit entre dans les droits. Donc c'est par cette voie langagère qu'on retrouve les liens entre droit, culture et société. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, on insiste toujours, les historiens du droit devraient faire le lien entre le droit et, disons, ceux qui entourent le droit en termes de culture et de société. C'est un lien très, très compliqué à faire, non pas du point de vue de la recherche. Bien sûr, c'est pas ça, c'est un problème épistémologique. Donc, moi, je me dis qu'une façon assez, moi je dirais, solide de faire ce lien, c'est de passer d'un langage à l'autre. Comme le droit est un langage, il faut avoir une polarité soit de la même nature, le langage non juridique qui permet de faire un lien. Et les métaphores sont le lien parfait. C'est un pont, parce que leur essence, c'est de faire un transfert d'un domaine à l'autre. Nous l'avons vu aussi, le trajet est parfois inverse. Ce sont les mots du droit qui deviennent des métaphores pour les non-juristes. Cicéron parlait d'emprunt, de mutuum. Derrière ces métaphores, nous avons saisi la mentalité des Romains, leurs idées, et nous sommes rendus compte d'un fait remarquable, à savoir que de nombreuses métaphores développées par les Romains sont toujours d'actualité dans notre langue aujourd'hui. Ces continuités a des conséquences, aussi sur le plan des recherches qui sont aujourd'hui menées sur les métaphores juridiques. L'étude des métaphores juridiques contemporaines nécessite une profondeur historique pour comprendre à quel niveau ces métaphores qu'on utilise aujourd'hui sont des métaphores qu'on utilise consciemment ou si ne sont que des fossiles des métaphores qui viennent de la tradition du langage romain. En d'autres termes, lorsque nous lisons les juristes romains et que nous trouvons des métaphores, nous savons que ce sont les leurs. Lorsque nous les trouvons aujourd'hui dans les codes civils, il se peut qu'il ne s'agisse pas des rédacteurs du code qui les ont créés, mais ce sont des métaphores des juristes romains. Cela fait une différence lors de l'analyse. Quelle intentionnalité y a-t-il dans l'utilisation de métaphores qui a été érodée pendant 2000 ans? En résumé, vous vous souvenez de l'animus possidendi, de l'intention de vouloir posséder une chose, je dirais comme formule, il faut toujours se demander s'il y a animus transferendi, s'il y a l'intention de faire une métaphore, de faire un transfert sémantique. Je viens à la toute dernière considération de ce voyage à rebours. Je vous ai dit que c'était comme revenir en arrière après avoir visité une exposition. En effet, il nous manque de savoir pourquoi cette exposition nous a plu ou pas, pourquoi les métaphores sont intéressantes. Là encore, nous laissons la parole à Cicéron. À ces sujets, je me suis souvent demandé avec étonnement pourquoi les expressions métaphoriques plaisent toujours plus que les mots propres et simples. Si l'objet n'a pas des dénominations qui lui soient spécialement assignées, comme le lien, nexum, pour tout acte juridique accompli avec une balance, ou le divorce avec une femme, l'emprunt devient indispensable. Il faut chercher ailleurs ce qui nous manque. Mais, lors même que la langue fournit une grande abondance de termes propres, les expressions empruntées plaisent bien davantage, pourvu qu'elles soient choisies avec goût. Le goût, c'est
toujours très important. En voici, je crois, la raison. Il semble d'abord que ce soit faire preuve d'imagination que de sauter par-dessus ce qui est à nos pieds. C'est faire preuve d'imagination que de sauter par-dessus ce qui est à nos pieds et d'aller chercher bien loin ce qu'on veut retenir. Donc c'est aussi, moi je dirais, cette petite énergie, cette petite générosité d'expression qui fait que les métaphores nous plaisent. On fait voyager ainsi la pensée de l'auditeur sans cependant l'égarer, et c'est un plaisir qui le charme. En outre, nous aimons trouver réunis dans un seul mot l'objet de la comparaison, l'objet et la comparaison qu'on en fait. On trouve dans un seul mot l'objet et l'objet auquel on le compare. Enfin, donc c'est la densité, c'est presque de la magie. Enfin, toute métaphore, pourvu du moins qu'elles sont faites avec goût, s'adresse directement à nos sens et principalement à celui de la vue, les plus actifs de tous. Les métaphores qui parlent aux yeux ont une magie bien plus puissante parce qu'elles rendent comme sensible à l'intelligence ce que la vue ne peut apercevoir. Si le cours de cette année vous a laissé un peu de cette bonne impression, j'en serai heureux et je pourrai affronter avec moins de nostalgie le temps qui me sépare du moment où l'on se reverra. Merci.